Arrivé à TVL en qualité de journaliste et intervenant, je peux témoigner que TVL, c'est du sérieux. J'ai vu par moi-même la qualité du savoir-faire des équipes, le professionnalisme du matériel, des studios et de l'organisation. Cela fait 12 ans que TVL existe, 12 ans d'expérience, 12 ans que rien ne serait possible sans nos donateurs. Certes, le modèle du don n'est pas vraiment le plus facile, mais il permet à TVL de rester libre et de produire de l'information de qualité. Les donateurs, en vérité, sont nos seuls patrons. Ils sont les garants et les gérants de la première chaîne alternative de France. Et cette relation de confiance n'en est qu'à ses débuts. Notre chaîne n'a jamais eu autant de vues et d'influence et entre maintenant dans une nouvelle phase de croissance qui ne s'arrêtera que lorsque nous aurons pris le pouvoir et remplacé le JT de France 2 par celui d'Élise Blaise. Alors, ceci est une invitation. Une invitation à l'audace. Soyez les pionniers, soyez à l'avant-garde de la croissance d'une structure d'expérience qui ne fera que continuer son développement. Et ce, malgré les pressions du pouvoir et des banques. Participez dès maintenant à la croissance financière de TVL en faisant un don, comme vous investiriez dans une action d'une entreprise patriote d'avenir. Car au moment où la presse alternative aura remplacé les médias de grand chemin, vous pourrez dire « j'étais là ». Sancho, ancien secouriste de montagne des CRS et officier de police judiciaire, a consacré plus de 30 ans de sa vie à sauver celle des autres, souvent dans des conditions extrêmes entre crevasses, avalanches, sommets escarpés et situations de crise. Médaillé pour son courage, formateur reconnu, il a aussi accompagné les forces d'élite comme le RAID ou la BRI et conseillé des équipes sportives de haut niveau. Son expérience du terrain l'a conduit à une réflexion profonde sur l'engagement humain, le sens de l'effort, la solidarité et le leadership, c'est-à-dire la volonté de domination. Dans s'élever ensemble, il nous propose bien plus qu'un récit de montagne, c'est un véritable manuel d'élévation personnelle et collective, c'est aux éditions Mareuil et vous retrouvez cet ouvrage sur le site tvl.fr, vous allez dans la boutique de TVL, vous connaissez le chemin Pascal Sancho. Bonjour. Bonjour. En couverture du livre, Hugo Mola, l'entraîneur du Stade Toulousain de rugby, écrit que s'élever ensemble n'est pas seulement un récit, c'est une boussole pour ceux qui veulent comprendre ce que signifie guider un collectif, dompter l'incertitude. Et vous qui êtes rompu à la prise de décision en conditions extrêmes, que vous inspire cette analogie venue du monde du sport de haut niveau, celui du rugby? Oui, c'est surtout celui du rugby, parce que c'est vraiment, moi, ma deuxième famille, pour un tas de choses, mais en priorité pour les valeurs. Les valeurs, parce que je trouve que ce combat qui est quand même très âpre sur un terrain de rugby, pour ceux qui connaissent, se conjugue bien avec un état d'esprit de fraternité, de camaraderie. Et pour moi, c'est une très belle métaphore de la vie, tout simplement, le rugby. Et je pense que s'il y avait plus de rugby dans nos vies, ça serait très bien. Hugo Mola, vainqueur, faut-il le rappeler, samedi dernier, de la finale du top 14 avec le Stade Toulousain contre Bordeaux qui s'est bien battu. Vous avez regardé ce match extraordinaire d'ailleurs ? Ah oui, c'est certainement une des peut-être des plus belles finales de la décennie. Puis je suis vraiment content, triste pour Bordeaux parce qu'il le méritait tout autant, mais content pour Toulouse qui a traversé une saison compliquée humainement. Il perd de Mehdi, une jeune pépite du Stade Toulousain qui était en stage de l'équipe de France. L'épouse d'un ancien joueur est décédée. Je sais qu'il y avait une version un peu spirituelle dans cette finale et c'est bien qu'il l'ait emportée. Et s'élever ensemble avec Hugo Mola et avec qui en particulier dans cette équipe? Ramos? Ntamak? Oui, bon, le leader Dupont n'était pas là. Et puis de toute façon, je veux dire, c'est le collectif qui prime. Mais c'est vrai que Ramos s'impose comme le patron de cette équipe. Allez, on revient à votre livre, S'élever ensemble. Vous avez effectué, je l'ai dit, plus de 1000 missions de secours en montagne. Vous avez affronté l'urgence. Qu'est-ce qui vous a poussé, après toutes ces années finalement d'action, à passer ensuite à l'écriture? Et pourquoi ce besoin de transmettre aujourd'hui? Je crois qu'une aventure humaine n'a de sens que si elle est partagée, très sincèrement. Et je suis convaincu qu'en altitude, on a des enseignements qui sont vraiment épurés, qui sont tournés vers l'excellence, cette obligation pour nous de résultat qui est de sauver des vies. Et je suis convaincu que dans la vraie vie, on va dire, à des altitudes plus modestes, ces enseignements sont universels, notamment quand on voit aujourd'hui notre société en souffrance, pour ne pas dire en déliquescence, notamment dans le lien qui nous relie aux autres. Et pour moi, c'était plus qu'une évidence. Je trouve que c'est peut-être un peu le prolongement de ma formation, mais c'était un devoir que de le mettre à disposition du plus grand nombre.
Et le titre même, S'élever ensemble, reflète à la fois, bien sûr, l'ascension physique en montagne, hein, ça c'est l'ancien secouriste qui prime, mais vous avez aussi la notion, et vous l'avez presque évoqué, d'élévation morale. Et pourquoi cette idée d'élévation collective vous semble-t-elle si essentielle dans notre monde actuel ? Ben, tout simplement, dans un principe de réalité, personne ne réussit seul. L'aventure solitaire n'existe pas, en fait. Vous prenez n'importe quel exemple, celui qui traverse dans une course au large en solitaire sur son bateau à une équipe, le pilote de Formule 1 qui tient un volant à une grande équipe, plus de 200 personnes pour qu'il puisse prendre le premier virage. Donc, c'est une forme d'honnêteté d'abord, de se dire qu'on réussit grâce aux autres. Et puis, je suis convaincu qu'on grandit grâce aux autres aussi. Dans vos pages, il y a la cordée, l'art de la cordée qui apparaît comme une métaphore forte. Hein. Chaque membre est un maillon essentiel de la chaîne. On dirait du Barès. La cordée, image du lien, de la confiance, de la solidarité. En quoi cette expérience très collective, j'insiste toujours sur ce thème, comme vous le faites, très concrète en haute montagne, bien sûr, peut-elle éclairer notre manière de vivre, de travailler ou même de gouverner d'ailleurs, hein. Mais la cordée, qu'est-ce que c'est en fin de compte? C'est un état d'esprit. Donc on va mettre en commun toutes nos forces pour atteindre un objectif, quel qu'il soit. Bon, pour nous, c'est sauver des vies. Pour l'alpiniste, c'est atteindre un sommet. Mais dans le même temps, et ce qui est quand même assez remarquable, c'est qu'on va être capable de mettre sur la table, dès le départ, en marge de nos qualités, nos défauts, parfois nos faiblesses, pour que dans le projet, on ne vienne pas mettre à mal cette association solidaire quelque part, et être vraiment efficace. Et je pense que c'est là où l'esprit de cordée est remarquable, c'est qu'on n'a pas d'état d'âme à se dire les choses. L'altitude, de toute façon, le ferait à notre place, parce qu'elle va nous dénuder, même en mettant des couches de vêtements avec le froid. Donc on est franc, on est honnête, on essaye de donner la meilleure version de nous-mêmes, et on a aussi cette idée que les uns ne réussissent pas sans les autres, le premier n'existe pas sans le second de cordée. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'un premier peut très bien passer seconde cordée, un second premier, et tout ça se fait de manière assez naturelle, sans jugement, sans état d'âme, et toujours avec l'objectif d'être le meilleur et d'atteindre l'objectif commun qu'on s'est fixé. Et si je transposais cela au gouvernement de notre pays, vous diriez qu'à la limite, le premier de cordée, il a besoin d'un second, etc. Est-ce que cette métaphore, on peut l'établir de la même façon? Absolument, et c'est pour ça que je pense très sincèrement que ça s'applique dans tous les domaines, et que c'est avant tout une question d'état d'esprit. On ne va pas se reposer sur des fondements hiérarchiques. Notre seule boussole, ça va être l'objectif, être efficace. Et pour cela, si une jeune recrue dans mon groupe, dans tel ou tel domaine, a plus d'aptitude ou de connaissances que moi, elle sera première de cordée, et j'aurai aucun état d'âme à me mettre en retrait. C'est pour ça que je dis que c'est avant tout un état d'esprit. Parlons concrètement. Si on prépare une cordée pour monter une grande montagne ensemble, vous êtes le spécialiste, je suis le néophyte. Est-ce que vous êtes le premier de cordée obligatoirement, et moi je suis le dernier de cordée obligatoirement? Oui, si vous êtes néophyte, là il n'y a pas de sujet. Moi je suis le dernier de cordée. Il va falloir que je m'y attendais. Que vous fassiez de l'apprentissage, c'est normal. C'est aussi la raison d'être du premier de cordée, c'est de transmettre. Mais les cordées les plus efficaces, c'est des cordées qui peuvent partager le leadership, qui ont des compétences, mais qui peuvent être des compétences différentes. Par exemple, moi je suis meilleur en escalade en rocher, pour prendre une métaphore. Je vais franchir les passages en rocher, puis à un moment donné arrive de la glace. Mon second est meilleur en glace, il va passer devant tout naturellement. Et tout ça se fait de manière assez agile, assez naturelle, et surtout de manière très efficace. Le collectif pour sublimer son leadership, c'est ça la réalité. J'ai l'impression que je suis du Hugo Mola, là. Oui, non, mais c'est un leadership, nous on appelle ça un leadership d'objectif et de momentum. C'est-à-dire que voilà, on va être en permanence à trouver la meilleure articulation possible. Par exemple, dans une mission de secours, le pilote va avoir la main pour approcher les pales de la paroi, à mettre de la paroi. Quand je serai dans la paroi, c'est moi qui aurai la responsabilité de l'extraction. À tout moment, il faut médicaliser la victime. C'est le médecin qui prend la gouvernance de l'opération. Et tout ça se fait de manière très naturelle. Vous avez commandé, je regarde dans l'ouvrage que j'ai cherché et très exactement ce que vous indiquez. Vous avez commandé des équipes dans l'urgence, parfois au bord du vide, parfois aussi dans le silence du doute. Comment forger cette position dominante, terme à nouveau que je vais utiliser, leadership, position dominante. C'est-à-dire une position dominante à la fois qu'il faut qu'elle soit ferme, il faut qu'elle soit lucide, il faut qu'elle soit humaine, et pour cela, vous dites qu'il y a un nombre de points essentiels, vous en comptabilisez 8. Oui. Alors, là aussi, le leadership, je pense que déjà, il faut être conscient, n'en déplaise à certains docteurs spécialisés dans le leadership,
ça se conquiert, mais ça s'offre aussi. C'est le groupe qui vous le donne, ce leadership. Il vous le donne pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'à leurs yeux, vous êtes crédible, parce que vous êtes compétent. Et à partir de cette ouverture qu'ils vous proposent, parce qu'il faut aussi s'appuyer sur ce groupe pour avoir un leadership, mais on va pouvoir avoir un management qui, pour moi, prenait vraiment deux directions totalement complémentaires. C'est une exigence de tous les instants qui, dans nos métiers, mais je pense dans la vie, ne doit pas être négociable. Et à côté de ça, beaucoup de bienveillance, beaucoup de reconnaissance aussi. Et c'est cet équilibre subtil qu'il faut adapter, puisque le leadership, il s'adapte en permanence au contexte et aux circonstances. Et donc voilà, c'est ce qui fait que le groupe vous reconnaît comme un leader. Et ça, je pense que c'est une force qui vient de l'intérieur. Contrairement au management, ça ne s'apprend pas. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas. On peut être un très bon manager, mais pas être un leader de groupe. Il y a des gens qui n'ont pas un niveau hiérarchique important dans le groupe et qui sont pourtant des leaders d'exemple, des leaders de terrain, parce qu'ils dégagent quelque chose qu'on pourrait appeler le charisme, mais ça va bien au-delà, qui fait que dans cet élan, les gens sont capables de vous suivre jusqu'au bout du monde, et tous les grands hommes ou les grandes femmes qu'on pourrait citer, de Simone Veil au général de Gaulle, c'est des gens qui, de par leur positionnement, dégageaient quelque chose qui donnait envie de les suivre. Vous parlez d'adaptabilité. Vous dites aussi un autre mot qui est celui de résilience. Qu'est-ce que cela veut dire clairement dans votre esprit? Cette résilience, ce n'est pas un terme qui est toujours très bien apprécié. La résilience, c'est d'abord être capable de se dire qu'il va y avoir des moments difficiles. Moi, j'ai perdu, par exemple, 7 camarades en 30 ans sur un groupe de 38, ce qui est énorme. C'est des moments où on va naturellement poser un genou à terre, et c'est tout à fait humain. Mais c'est des moments aussi où le roseau il va se courber, mais il ne va pas rompre. Et c'est dans ces moments-là, justement, qu'on va évaluer la force d'un groupe. C'est ces moments où, pour prendre une image que tout le monde comprendra, c'est on va serrer les dents, on va se serrer les uns avec les autres pour franchir l'obstacle. Et c'est ça aussi l'esprit de cordée, c'est que quand on est ensemble, il n'y a pas vraiment de difficultés ou d'écueils qu'on ne puisse surmonter. Il y a aussi une autre notion que j'ai trouvée importante, c'est de défendre l'idée que le doute n'est pas forcément une faiblesse, mais alors vous dites même ça peut être une force. D'où vient cette conviction et comment peut-elle s'appliquer à d'autres univers d'ailleurs que celui du secours? Bien sûr. Le doute, si vous voulez, il va être générateur de créativité. Parce que quand on doute, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je ne suis pas sûr de cette option. On réfléchit, on partage, on décide. Mais le doute nous aura permis d'avoir une certaine synergie dans nos forces, dans nos manières de penser. Et ça aurait été une forme de créativité quelque part, quelqu'un qui ne doute pas. Il ne faut pas que ça dure dans le temps, le doute, mais c'est une étape importante dans l'action. Tout au long du livre, on sent aussi l'importance du courage, non pas comme la bravoure héroïque, mais comme une force, toujours cette force intérieure dans l'adversité que vous avez bien évidemment connue, traversée. Comment vous avez appris, vous, à reconnaître ou à cultiver ce courage au quotidien ? Est-ce qu'il est transmissible? Est-ce qu'il faut avoir fait 1000 actions de secours, comme vous l'avez fait, découvrir le plus délicat, le plus difficile, pour pouvoir obtenir ce courage-là? Disons est-ce qu'il est accessible à tous, y compris oui, au dernier de cordée? Je pense que beaucoup de gens sont courageux, comme vous l'avez bien précisé. C'est pas une version héroïque ou voire romantique de la notion de courage. Nous, dans une unité comme la nôtre, où il y a vraiment cette obligation de résultat, où on va être confronté à une hostilité permanente, moi, je suis plus sensible à l'audace, qui pour moi est la version intelligente du courage. Parce qu'être courageux, c'est bien. Vous sautez d'un pont pour aller sauver un gamin qui se noie. S'il y a 1 mètre d'eau, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Il faudrait mieux peut-être contourner, arriver par la berge et rejoindre le gamin. Donc nous, ce qu'on veut, c'est des gens qui vont trouver en permanence la solution à une situation qui est compliquée. Et je vous dirai pas la réponse parfaite parce qu'elle n'existe pas, mais la moins imparfaite dans chaque situation. Et donc effectivement, à la base, le terreau, c'est quand même ne pas se laisser prendre par ses émotions, être un minimum courageux. Aujourd'hui, vous transmettez votre expérience à des policiers toujours? Oui, c'est plus maintenant aujourd'hui le monde de l'entreprise, du sport. Des dirigeants, des sportifs? Oui. Et qu'est-ce que le terrain vous a appris que les écoles ou les manuels ne peuvent enseigner? Parce qu'aujourd'hui, tous les manuels sont nombreux sur ces questions-là. Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter de plus? À part, je suis l'homme de terrain, j'ai vécu ce dont je vous parle. Je crois qu'il faut renouer avec soi-même. D'abord, il faut être très humble. Très humble, le moi-je, éviter. Savoir que c'est souvent dans la dimension collective qu'on va trouver la solution.
Et ensuite, avoir confiance en soi et ne pas hésiter à oser en permanence. C'est toujours le premier pas qui est difficile et il faut être capable de le faire. Donc, on est tous nourris par des émotions. Ces émotions, il faut être capable de les accepter d'abord, de les canaliser ensuite et puis ensuite de se mettre dans l'action. Et une action efficace, là aussi, ne peut passer que par un collectif fort. Et cette transmission, elle fonctionne. On dit tout le temps maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus de transmission et que ceux qui ont votre âge, les jeunes de votre âge ou du mien, n'arrivent plus à transmettre aux générations futures parce qu'elles ne les écoutent plus. Ça, c'est pas votre sentiment? Dans des unités comme le nôtre, non, on a une intégration intergénérationnelle qui se fait bien parce que d'abord, il y a beaucoup de respect. Les jeunes apportent leur fraîcheur, apportent des connaissances que nous n'avons pas. Mais nous, on leur apporte aussi une expérience et ils savent très bien dès le début, dans ce monde qui est quand même à chaque fois relié au principe de réalité. Nous, on ne fait pas que parler, hein. On est quand même dans la réalité au quotidien et on est avant tout ce qu'on fait. Ils se rendent bien compte que c'est une équipe et l'équipe, c'est un peu l'éloge de la complémentarité, voire de la différence. Et donc, les jeunes qui ont été acceptés dans nos unités ont déjà été sélectionnés et n'ont pas de difficulté à s'intégrer à ce niveau-là. C'est dans un monde que vous évoluez, que vous évoquez à l'instant, qui est un monde qu'on définit comme étant marqué par la solitude, par l'individualisme, par l'instantanéité. Vous parlez du nous toujours, hein, du lien, du collectif, j'y reviens. Vous dites, je pense que les aventures humaines ne peuvent être que collectives. Est-ce que c'est aussi pour vous un acte de résistance ? Mais c'est aussi une manière d'aller à contre-courant, Pascal Sanchot. Est-ce que ça, vous êtes capable, vous avez la volonté d'être à contre-courant ? C'est pas une volonté, mais... C'est pas compris dans votre formation, après non, mais je crois que dès l'instant qu'on est authentique, il faut aller au bout de ses idées. Donc pour nous, c'est une évidence, hein, même s'il faut toujours se méfier des évidences. Mais c'est vrai que le collectif, pour nous, est la seule porte de sortie. Et là, si on fait une analogie importante avec nos sociétés, dans des sociétés qui se recroquevillent sur elles-mêmes, qui sont individualistes, et on voit aujourd'hui où ça nous mène, clairement. Donc si on n'est pas capable de réaffirmer et de rendre plus authentique la relation à l'autre et celle de l'autre à soi, je pense qu'on s'expose à des jours difficiles. Et donc c'est une conviction profonde parce que je sais que quand on est dans l'adversité, quand on est dans la réalité du terrain comme je l'ai été, quand on ne triche pas, il n'y a que cette seule réponse qui puisse répondre à l'intensité d'un objectif qui est toujours difficile à atteindre. Quand on sait que vous avez formé des gens de la BRI d'Urette, quand vous dites « moi j'aime le rugby pour les valeurs », quand vous dites « eh bien il faut le collectif parce que c'est à contre-courant », est-ce que c'est encore audible ou est-ce que ça ne vous situe pas comme un rétrograde, un réactionnaire ? Réactionnaire, non, parce que moi je ne fais pas de politique, mais dans l'esprit... vous en faites quand même. Dans l'esprit, je pense que aujourd'hui il faut être clair, il faut aussi inspirer les nouvelles générations, il ne faut pas avoir peur de leur dire voilà... Il y a une voie, on peut toujours bifurquer, on peut toujours prendre des chemins différents pour aller d'un point à un point B, mais il y a quand même des constantes. Il y a des constantes et la relation à l'autre, être capable de considérer qu'on va grandir grâce à un collaborateur et pas à la place d'un collaborateur, je pense que c'est aussi une forme d'éducation. Et dans ce sens, entre guillemets, les seniors, les anciens ont leur rôle à jouer dans un domaine de transmission. Et donc là, je vais même plus loin, c'est aussi à la famille à prendre ce relais, cette famille qui parfois est déficiente et qui devrait toujours situer un petit peu le chemin de notre jeunesse quelque part, hein, par rapport à un équilibre qu'on devrait trouver entre cette fraîcheur, cette envie d'autres modèles et aussi ce qui a déjà fonctionné, ce qui garde encore aujourd'hui à mes yeux de la valeur. Et donc je pense qu'il ne faut pas renoncer. Et vous faites bien de la politique au sens noble du terme, s'intéresser à l'homme dans la cité. Voilà, sans mandature et sans carte d'adhésion. Plus sincère. Absolument, non, tout à fait. Bon. Que diriez-vous à un jeune comme moi, qui cherche sa voie dans un monde incertain, sans sommet clairement visible? Quel conseil vous donneriez à celui qui veut avancer, mais qui ne sait pas par où commencer? C'est quand même vraiment la difficulté de notre jeunesse. Qu'est-ce qu'on lui dit? Alors, dans un premier temps, pour côtoyer les jeunes, hein, essayer de leur donner des conseils, il y a un mot qui me vient à l'esprit, je leur dirais « n'ayez pas peur ». Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est terrorisé de tout. Principe de précaution par ici, principe de précaution par là, n'ayez pas peur. Soyez curieux, allez voir différents univers, essayez de trouver votre chemin et ayez conscience, contrairement à tout ce que vous avez entendu, que le facteur principal va être le travail. Même dans des activités où vous êtes doué, vous avez des aptitudes, si vous ne vous investissez pas, s'il n'y a pas de l'engagement, s'il n'y a pas beaucoup de travail,
vous n'irez jamais au bout de votre rêve. Vertu de courage, du lien, de la hauteur. Bien sûr. Bah, ça vous singularise, Pascal Sanchot, ne me dites Et pas le peut-être un contraire. peu de spiritualité. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il faut donner un sens à nos vies quelque part. Alors, je la détache obligatoirement de la croyance, c'est peut-être pas obligatoirement à associer, mais chacun a sa forme de spiritualité. Je pense que si on n'est pas capable de mettre du sens dans ce qu'on fait, mais un sens vraiment profond, ben, l'aventure sera toujours inaboutie. Vous n'allez pas me dire que vous êtes élevé pour essayer de rencontrer Dieu? Non, parce que je ne suis pas croyant. Je crois par contre aux hommes et aux femmes. Même si des fois c'est difficile de croire en fonction du spectacle qu'ils nous livrent, mais je crois en une forme de spiritualité. Sans spiritualité dans la vie, je pense que voilà, notre passage sur Terre serait inachevé. Merci Pascal Sanchot. S'élever ensemble, eh bien, c'est un ouvrage bien évidemment que je vous invite à lire, L'art de la cordée pour sublimer sa position dominante, son leadership. Merci pour ce message qui est un peu vital, qui est celui aussi d'un homme d'action devenu donc un passeur d'expérience, qui est une belle chose. Merci à vous. Merci pour m'avoir invité.